Épisode 100, je réponds à vos questions. Bonjour à tous. Voilà, ça y est, nous y sommes, c'est l'épisode 100 du podcast. J'y suis arrivé sans trop le réaliser à vrai dire. J'ai lancé ce podcast en avril 2021, après le confinement et l'expérience des classes virtuelles qui me faisaient parler seul devant mon ordinateur. Et je me suis dit à cette occasion que ce que je racontais, mes cours d'histoire, pourrait peut-être intéresser d'autres personnes que simplement mes élèves. Et de fil en aiguille, j'ai pensé créer un podcast qui serait à destination des élèves pour réviser leurs cours, des professeurs pour animer des séquences pédagogiques, des amateurs d'histoire par curiosité et intérêt, et plus largement de tous ceux qui voudraient rafraîchir leurs connaissances ou découvrir des points d'histoire qu'ils ignorent. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast, et je voulais vous en remercier. On a passé le cap des 3 millions d'écoutes très récemment, et alors que j'enregistre cet épisode, Taki en Histoire est 40e dans le classement Spotify. Merci énormément de votre écoute, de votre fidélité, de vos commentaires nombreux, et je sais que vous le faites, de partager aussi les épisodes autour de vous. J'avais proposé sur les différents réseaux sociaux, et notamment sur le compte Instagram de Taki en Histoire, c'est celui où vous êtes les plus nombreux, plus de 5300 abonnés, et je vous avais proposé donc de me poser des questions d'histoire. Je voulais vous donner la parole, et surtout les commandes pour créer cet épisode 100. J'ai donc reçu des questions en commentaire, par message privé, mais aussi sur Facebook ou encore TikTok. J'en ai sélectionné plusieurs, et voici donc l'épisode 100 avec mes réponses. C'est parti. Commençons chronologiquement avec la question de Soukalish. Existe-t-il des traces de civilisation plus vieilles que celles identifiées en Mésopotamie ? Oui, on a effectivement retrouvé des traces de civilisation encore plus anciennes que celles de la Mésopotamie, qui remontent environ au 4e millénaire avant Jésus-Christ. Alors les plus vieilles civilisations connues à ce jour se situent au Proche-Orient et datent du 9e millénaire avant notre ère, c'est-à-dire environ 11 000 ans. La plus ancienne est probablement celle de Göbekli Tepe, un site archéologique situé en Turquie actuelle. On y a découvert des ruines monumentales avec des gigantesques pierres taillées et ornées de bas-reliefs d'animaux. Alors ce site remonterait à 9500 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire plusieurs millénaires avant l'invention de l'écriture et de l'agriculture. Bon, un peu plus récent, mais tout aussi impressionnant, le site de Jéricho, en Cisjordanie, qui comprend vers 8000 avant Jésus-Christ une ville fortifiée de plusieurs hectares, ceinte de puissantes murailles de pierre. C'est l'une des toutes premières villes de l'humanité, sinon la première. Alors on a également retrouvé les restes de villages néolithiques très anciens en Anatolie, en Syrie, en Irak, en Iran, remontant jusqu'au 8e millénaire avant Jésus-Christ, c'est-à-dire bien avant les premières cités-États de Mésopotamie comme Sumer. Donc oui, grâce à l'archéologie, on découvre peu à peu les traces de sociétés humaines complexes et organisées, bien plus vieilles que les grandes civilisations antiques traditionnellement étudiées. C'est un véritable mystère pour les historiens. Et maintenant une question d'Elsa. D'où viennent les différents degrés de noblesse en France et à quoi ils correspondent vraiment ? En fait, les titres nobiliaires trouvent leur origine dans le système féodal, qui s'est mis en place au Moyen-Âge. Alors à cette époque, le roi récompense la loyauté et les services rendus par ses vassaux en leur octroyant des terres et des titres. Plus le vassal se montre fidèle et important, plus le titre et les terres concédées sont prestigieux. Godefroy Amaury de Malfette, comte de Montmirail, d'Apremont et de Papincourt, je vais te récompenser de ta bravoure. Voici les principaux titres par ordre hiérarchique croissant. D'abord, l'écuyer, c'est le plus bas degré de la noblesse. Un écuyer, c'est un noble qui n'a pas encore été adoubé chevalier. Donc chevalier, c'est le titre obtenu après l'adoubement, c'est une cérémonie qui marque l'entrée dans la chevalerie. Les chevaliers doivent respecter un code d'honneur très strict. Au-dessus d'eux, les barons, les vicomtes. Ça, ce sont des nobles qui possèdent des terres et des fiefs importants.
Ils ont des droits et des devoirs envers leurs vassaux. Les comtes sont des gouverneurs d'une province ou d'un comté, au nom du roi. Ce sont de très hauts dignitaires. Les marquis, alors c'est un titre créé plus tardivement, et le nom dérive des marches, ces territoires qui sont en situation stratégique à la frontière. Donc les marquis, ce sont des gens qui gouvernent une marche. Au-dessus d'eux, les ducs, les plus grands et les plus puissants des seigneurs féodaux, eux, ils gouvernent un duché héréditaire, comme le duc d'Aquitaine ou le duc de Normandie. Et encore au-dessus, les princes. Mais attention, avec les princes, nous avons là les membres des familles régnantes ou apparentés à la famille royale. Alors, en théorie, la hiérarchie est assez nette, mais en fait, ces titres reflètent surtout l'importance des domaines possédés et l'influence politique, plutôt que des prérogatives précises. En fait, la noblesse reste un corps très divers et complexe sous l'Ancien Régime. D'ailleurs, certains nobles portent plusieurs titres, qui font référence à des lieux différents. Alors ça, c'est lié à la façon dont la noblesse hérite et accumule des domaines fonciers au fil des générations. À l'origine, le titre de comte, baron, marquis, etc. est attaché à un territoire précis dont le noble a la seigneurie et dont il doit assurer la gestion au nom du roi. Mais avec le temps, à cause des mariages, des héritages, des achats de terres, un même noble peut se retrouver à posséder plusieurs seigneuries, issues des différentes branches de sa famille. Ainsi, un noble peut par exemple hériter du comté paternel et devenir comte de X, tout en épousant l'héritière du marquisat de Y, il devient alors comte de X et marquis de Y. On peut ainsi accumuler des titres de noblesse différents, liés à des territoires distincts au gré des alliances et des successions. C'est pourquoi beaucoup de grands nobles arborent une longue liste de titres toponymiques, et celle des rois et des empereurs est particulièrement interminable. Alors, cela reflète l'importance de leurs possessions terriennes accumulées, leur puissance et leur prestigieuse lignée. Mais ça marque aussi leur autorité sur ces différents domaines féodaux. À cela, faut ajouter le fait que le fils aîné de la famille a toujours un titre de noblesse particulier, et le cadet un autre titre. Ça, c'est lié au droit d'aînesse. Le principe, c'est que le fils aîné hérite de la majorité, voire de la totalité des titres et des domaines fonciers de son père à la mort de ce dernier. Ainsi, le fils aîné reprend généralement le titre principal de son père, celui qui est attaché au domaine patrimonial le plus important. Par exemple, s'il est comte de X, son fils aîné devient comte de X à sa succession. En revanche, les fils cadets ne reçoivent qu'une part mineure de l'héritage, souvent sous forme d'argent ou de rente. Ils n'héritent pas du titre principal qui revient à l'aîné. Mais pour leur permettre de vivre noblement, on leur attribue parfois de nouveaux titres, de moindre importance, créés à partir d'autres seigneuries mineures possédées par la famille. Par exemple, le cadet peut se voir octroyer le titre de baron de Y ou de vicomte de Z, issu de terres annexes. Alors cela confère un statut noble, mais inférieur à celui de leur frère aîné. Le but étant à la fois de préserver l'essentiel du patrimoine familial pour l'aîné, tout en permettant au cadet de jouir d'un rang dans la noblesse, bien que subalterne. C'est une façon de perpétuer le lignage noble sur plusieurs branches. Alors une question ensuite de Beckreader05. Qui est le plus grand traître de l'histoire? Mais je suis un traître, mais demandez, je suis dans votre camp! J'ai dénoncé tout le monde, je suis à peine français! Ah, question compliquée. Alors il n'y a pas de réponse unique et objective. En fait, la notion de trahison et la manière dont elle est perçue sont très subjectives et dépendent grandement des points de vue et des contextes historiques. Certaines figures peuvent être considérées comme des traîtres par certains et des héros par d'autres, selon les allégeances politiques, religieuses ou nationales. En fait, la trahison est souvent dans l'œil de celui qui la juge. Prenez Judas, par exemple. Judas est perçu comme le traître ultime dans la tradition chrétienne, pour avoir livré Jésus. Mais dans d'autres interprétations, son rôle est nécessaire au plan divin. Prenons un autre exemple, pour les Anglais, Guy Fawkes, celui qui est à l'origine de la conspiration des poudres et qui a tenté de faire exploser le Parlement en 1605. Les Anglais le considèrent comme un traître. Mais pour les catholiques de l'époque, c'est un martyr.
On pourrait citer également des figures comme Benedict Arnold, qui a trahi la cause américaine pendant la Révolution. Mais à ses yeux, il voulait rester loyal au roi d'Angleterre. Ou même, et la question est sensible, le maréchal Pétain, pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais là encore, leurs actes ont été vus très différemment selon les camps. Et donc, plutôt que de désigner un plus grand traître, il est préférable de replacer ces personnages controversés dans leur contexte historique précis pour comprendre les enjeux, les motivations derrière leurs actes qui sont perçus comme des trahisons. Passons à la question de Lo Ray Peg. Les coupes de champagne ont-elles été réalisées d'après la forme des seins de Marie-Antoinette ? Eh bien non, désolé, ce n'est qu'une légende urbaine. Il n'y a aucune preuve historique que les flûtes à champagne étaient modelées d'après les seins de Marie-Antoinette ou de Madame de Pompadour, comme on le dit aussi. Cette histoire rocambolesque en fait circule depuis des décennies et elle veut que le maître verrier de la cour aurait pris les mensurations des seins de la favorite royale ou de la reine Marie-Antoinette pour donner leur forme caractéristique aux coupes à champagne. Mais les historiens s'accordent tous pour dire qu'il s'agit d'une pure invention, probablement liée au mythe des cours dissolus de l'Ancien Régime et à une vision des femmes réduite à leur corps. D'ailleurs, certaines sources affirment que la forme particulière des coupes à champagne viendrait d'Angleterre et du XVIIe siècle, et qu'en fait elle serait inspirée du calice médiéval. Les flûtes à champagne, qui sont plus étroites et allongées que les coupes, elles apparaissent bien plus tard, d'abord en Angleterre dans les années 1750, puis en France sous Napoléon Ier. Elles vont s'imposer parce que leur forme adaptée permet de mieux préserver les bulles et les arômes du champagne. Et d'ailleurs, dès les années 1930, les flûtes deviennent le verre privilégié pour déguster le champagne. Apothicaste, un excellent podcast sur l'histoire de la santé que je vous recommande chaudement d'écouter, me demande: Joseph Meister fut-il ou pas le premier homme à recevoir une dose de vaccin ? Alors ça me donne l'occasion de parler un peu de l'histoire de la médecine. D'abord, Joseph Meister ne fut pas le premier homme à recevoir un vaccin. Le pionnier de la vaccination est en réalité le médecin anglais Edward Jenner au XVIIIe siècle. En 1796, Jenner réalise la première vaccination connue de l'histoire en inoculant à un jeune garçon de 8 ans, nommé James Phipps, le virus de la vaccine. C'est une forme très bénigne de la variole contractée par les vaches. La vaccine est d'ailleurs ce qui va donner le mot de vaccin. Et donc après avoir développé les symptômes très légers de la vaccine, des mangeaisons, des boutons sur la main, James Phipps est ensuite exposé au virus de la variole à proprement parler, mais ne contracte pas la maladie, démontrant qu'il est désormais immunisé. C'est cette expérience fondatrice qui a donné naissance au principe de la vaccination, en utilisant une forme atténuée d'un agent pathogène pour déclencher une réponse immunitaire protectrice. Mais si l'on parle du vaccin antirabique contre la rage, alors oui, Joseph Meister fut bien le tout premier être humain à recevoir le procédé mis au point par Louis Pasteur. En juillet 1885, ce jeune berger alsacien de 9 ans avait été grièvement mordu par un chien enragé. Ses parents l'emmènent alors à Pasteur, à Paris. Pasteur venait juste de mettre au point son vaccin contre la rage, mais ne l'avait jusqu'alors expérimenté que sur des animaux. Face à l'urgence de la situation, il décide de tenter le traitement sur Joseph Meister. Du 6 au 16 juillet 1885, Pasteur injecte à l'enfant 13 doses successives de son vaccin, à base de moelle épinière desséchée de lapin, infecté par le virus rabique. Le traitement est un succès. Joseph Meister ne développe pas la rage malgré les graves morsures. Il devient ainsi le premier humain vacciné contre la rage de l'histoire et sauvé par les travaux révolutionnaires de Pasteur. Cet événement marque un tournant décisif dans la médecine moderne et ouvre la voie aux nombreux autres vaccins. On continue au XIXe siècle avec la question de Gabin SNRLS. 1848 fut-elle une année révolutionnaire ? Oui, on peut tout à fait dire que l'année 1848 fut l'une des années les plus révolutionnaires de l'histoire européenne. En 1848, un vaste mouvement secoue la majeure partie des pays européens.
connue sous le nom du Printemps des peuples. C'est une vague de soulèvements populaires, de révoltes et de révolutions sans précédent à cette échelle. En France, la monarchie de Louis-Philippe est renversée par une insurrection républicaine en février 1848, marquant le début de la Deuxième République. Dans l'Empire autrichien, les révolutionnaires forcent l'abdication du vieux prince Metternich. L'empereur doit accorder une constitution. En Prusse et dans les États allemands, des soulèvements libéraux et nationalistes éclatent, réclamant l'unité allemande et des réformes démocratiques. En Italie, des révoltes contre la domination autrichienne mènent à l'affirmation du royaume de Piémont-Sardaigne. Et même en Europe centrale et orientale, comme en Hongrie ou dans les provinces danubiennes, d'importantes insurrections nationales ont lieu en 1848. Si la plupart de ces révolutions vont être finalement matées l'année suivante par une réaction conservatrice, 1848 marque un tournant majeur. Cette année ébranle les monarchies traditionnelles et libère des forces révolutionnaires qui vont être appelées à transformer durablement le continent européen. Et pour finir, la question de Luc SGI qui me demande si je peux expliquer les différences entre capitalisme et communisme. Alors pour essayer de faire simple, le capitalisme est un système économique et politique basé sur d'abord, la propriété privée des moyens de production, c'est-à-dire les usines, les entreprises, les terres, etc. Ensuite, sur l'économie de marché. C'est l'offre et la demande qui déterminent les prix. La recherche du profit, par les entrepreneurs et les investisseurs privés. Enfin, une intervention limitée de l'État dans l'économie. Même si le système capitaliste existait avant lui, c'est le penseur écossais Adam Smith qui en jette les bases théoriques dans son ouvrage majeur « La richesse des nations », publié en 1776. À l'inverse, le communisme, lui, rejette la propriété privée des moyens de production, au profit de la propriété collective par l'État ou la collectivité, d'une économie planifiée de manière centralisée par l'État, de la répartition des richesses de manière égalitaire, enfin, du contrôle des travailleurs sur les moyens de production. Et donc, dans le modèle communiste théorique, il n'y a pas de marché, il n'y a pas de profit, il n'y a pas de propriété privée ni de classe sociale. L'État, organisé par le parti unique, décide la production, décide la répartition des biens et des services de manière égalitaire. Karl Marx est considéré comme le principal théoricien du communisme. Avec son collaborateur, Friedrich Engels, il a développé la théorie de la lutte des classes dans des ouvrages majeurs comme le Manifeste du Parti communiste en 1848 et le Capital en 1867. Marx y conceptualise l'idée d'une société communiste sans classe sociale qui succéderait au capitalisme par la révolution du prolétariat. En résumé, le capitalisme prône la liberté économique et la propriété privée, tandis que le communisme vise l'abolition de la propriété privée au profit de la propriété collective et d'une économie planifiée par l'État. Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature ? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes, déjà, qu'ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores. D'accord. Voilà pour toutes ces réponses, j'espère qu'elles vous ont intéressé et appris des choses. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le moi en commentaire. Sur Spotify, c'est très simple à faire. Sur Apple Podcasts aussi, vous me laissez un avis sur l'émission, ou vous pouvez le faire aussi sur les réseaux sociaux. J'aime beaucoup vous lire et c'est très motivant pour moi d'avoir vos retours. Et l'on se retrouve très bientôt pour l'épisode 101 et une nouvelle page d'histoire.